Bonsoir Nicolas. Euh, Aujourd'hui, on va parler de mission lunaire. Là, du coup, ça m'a décontenancé. On va parler de mission lunaire. En plus, aujourd'hui, c'est le 3 février et il y a 60, non, 5, oui, 60, 55 ans, 56 ans. 56 ans, voilà. 56 ans. Bonsoir Daniel. 56 ans en fait il y a une sonde lunaire justement russe qui a atterri et c'était la première sonde vraiment qui a fait un atterrissage soft on va dire parce qu'il y a eu des crashs ou des choses comme ça mais il n'y avait pas forcément des bonnes un bon atterrissage de mémoire. Tout à fait, tout à fait. C'est le premier atterrissage en douceur sur la Lune, le 3 février 1966, la sonde Luna 9. Oui, alors justement je voulais vous faire voir. Voilà. Ça ressemble à ça. Je mets Alors ça c'était l'orbiteur en fait et au niveau de ce qui atterrit en fait c'est un truc un peu particulier c'est ça. C'est une espèce de boule avec des pétales et ça permet avec des antennes. Voilà, c'est ce qui a été déployé à la surface de la Lune. Donc les Russes ont été les précurseurs au niveau atterrissage de la Lune. Puisque donc on dit que le Luna 9 c'est la première, quelles sont les autres premières par rapport aux Russes, par rapport à la Lune? Alors, il y en a eu beaucoup en fait, puisque avant de se faire, bien évidemment, comment dire, écraser dans la course à la Lune par le programme Apollo, à l'origine, ils avaient vraiment l'initiative. C'est-à-dire qu'au début, on a eu la sonde Luna 2, qui est le tout premier objet créé par l'homme qui a touché la Lune, ou qui a touché d'ailleurs n'importe quel corps céleste. Ensuite, on a Luna 3, donc en 59 également, qui a été la première sonde à passer derrière la Lune et donc à renvoyer des photos de la face cachée. C'était la toute première fois que l'humanité voyait à quoi ressemblait la face cachée de la Lune. Ça peut sembler aujourd'hui évident, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Et puis ensuite, alors il s'est passé pendant 6 ans, il y a eu énormément d'échecs. Et puis en 66, donc Luna 9, comme tu viens de le rappeler, pour la première fois, s'est posé sur la Lune en douceur. Et quelques semaines plus tard, donc en mars 66, Luna 10, donc la sonde suivante, ça a été la première sonde qui s'est mise sur orbite autour de la Lune. Parce que quand j'ai dit que Luna 3, elle a pris des photos de la face cachée, c'est juste elle est passée derrière la Lune et elle a pris des photos. Elle n'était pas mise en orbite autour de la Lune. Luna 10, c'est la première qui s'est mise en orbite autour de la Lune. Ensuite, on a eu en 70 Luna 17 qui a posé le premier véhicule qui a roulé sur un autre corps céleste que la Terre, donc le Lunar Road, qui est Ah, assez connu, donc en 70. Et Enfin, puis, d'ailleurs, juste, je t'interromps, vas-y, vas-y. c'est une mission super impressionnante. Justement, avec l'anniversaire, il y a quelques mois, il y avait un anniversaire, enfin, ils ont déclassifié des images. Je m'étais intéressée à cette mission que je ne connaissais pas vraiment et j'avais été impressionnée par la technologie utilisée et la taille du truc, quoi. Enfin, Ah oui, oui, un Lunar Road, c'est la taille sans vouloir faire de pub, d'une Volkswagen Up ou d'une Toyota Ouais, Aygo, d'une petite Twingo, quoi. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. ouais. Et puis, donc, les Lunar Road, il y en a eu 3 de lancés, mais il y a eu un échec. Les 2 Lunar Road qui ont atteint la Lune, ils ont parcouru chacun, l'un d'eux a parcouru de l'ordre de 40 kilomètres en l'espace de plusieurs mois. Donc, le record a été battu récemment par une sonde américaine sur Mars, ce qui est encore plus impressionnant, évidemment. Mais encore une fois, on est en 1970 et parcourir 40 kilomètres à la surface de la Lune en 70, c'était une très très belle prouesse. Et puis alors, j'ai oublié de le dire, mais donc juste avant le Lunar Road, il y a eu Luna 16 qui a été la première sonde qui a ramené des échantillons de Lune sur Terre de façon automatique. Alors évidemment, entre-temps, il y avait eu Apollo 8, 9, 10 et surtout 11, ce qui fait que ramener quelques grammes d'échantillons sur Terre, ça avait impressionné pas grand monde. Mais faire ça de manière automatique, c'était quand même pas rien, sachant qu'en plus, il y avait des foreuses qui ont foré le sol lunaire jusqu'à 2 mètres de profondeur, c'était sur Luna 24, et ça, encore une fois, de manière totalement automatisée, donc c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, hein, tout à fait. Je partage une photo que j'ai prise au musée de l'astronautique Alors c'est sur mon blog, hein, c'est le plus facile pour moi de me retrouver. En fait, une photo que j'ai prise d'une maquette de Lunar Road justement au musée de l'astronautique de Moscou.
Et on voit la taille avec les gens, enfin là, moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une grosse bête, enfin un gros rover, alors qu'on dit toujours oui, Perseverance, Curiosity, c'est des gros trucs, c'est la première fois qu'on fait aussi gros. Mais enfin, Lunarote, pour 1970, voilà, enfin les années 70, c'est déjà une Alors, belle prouesse, quoi. Persévérance est allée un petit peu plus loin, puisqu'elle est sur Mars. C'est évidemment Ouais, encore plus difficile, mais oui, tout à fait. Ouais, c'était ouais. effectivement. Enfin, voilà. Moi, je voudrais remettre voilà, le programme enfin, soviétique et russe un peu plus sur le devant parce que c'est vraiment trop méconnu par rapport au fait qu'ils ont fait des prouesses pour l'époque, quoi. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mm. Ils étaient assez en avance sur leur temps, mais alors tu vois, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que, par exemple, donc, on vient de dire Luna 9 en 66, c'était la première sonde qui s'est posée en douceur, mais, donc certes, c'était les premiers, mais ce que le public ne se rendait pas compte, évidemment, à l'époque, parce qu'on avait très peu de détails, c'est que sans qu'on le sache, les Américains avaient déjà accumulé quand même pas mal d'avance, parce que quelques mois après Luna 9, eux, ils ont posé leur première Surveyor, donc la première sonde américaine à se poser sur la Lune. Donc, j'ai envie de dire, si on regarde de loin, on peut dire, bah, ils ont égalisé le score. Les Russes ont réussi à se poser, les Américains ont réussi à se poser, un partout, quoi. Bon. Sauf qu'en fait, c'est mon avis hein, que je donne, mais pas si simple que ça, parce que la sonde soviétique était en fait assez rudimentaire. C'est-à-dire qu'il y avait l'orbiteur qui descendait lentement et il larguait cette petite boule, donc avec un airbag qui se gonflait, et l'airbag, poum, 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 tombait, et donc il pesait que quelques dizaines de kilos. C'était quelque chose d'assez rudimentaire, alors que les Américains avec Surveyor, ils étaient déjà sur un atterrissage rétro-propulsé de quelque chose qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, avec énormément d'appareillage scientifique. Donc c'est pour ça que vu de loin, on va dire un partout, chacun a réussi à poser une sonde, mais en vrai, les Américains, en coulisses, avaient déjà accumulé un savoir-faire et une expertise qui était en fait déjà, dès 66, assez loin devant celle des Soviétiques. En tout cas, on va dire bonjour à Daniel qui nous a rejoint dans le chat et aussi à Technique Spatiale. Merci d'être là. Merci les copains. Voilà, en tout cas. Bonjour, monsieur. Et bah, pour vous et pour les autres qui peuvent nous suivre, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat hein, pour Nicolas. Et je pense qu'il il se fera un plaisir de vous répondre. Alors moi, juste pour info, je ne vois je ne vois pas Oui, les gens, je ne vois pas les présentations et je ne vois pas le chat. Donc Isabelle, s'il y a quelque chose oui, pour moi, il faut me le dire. oui, oui. Alors, Je ne vois effectivement. que toi. C'est d'ailleurs Ah oui, relativement oula! agréable. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Oui, oui, alors je suis pas super au point sur la technique, hein, donc d'ailleurs les streamers plus habitués que moi, j'ai besoin de conseils, n'hésitez pas. Et sinon, voilà, donc on fait au mieux, c'est mes premiers streams, je suis pas au point. Je suis tout à fait consciente de ça, mais je vais m'améliorer au fil du temps et je remercie vraiment Nicolas bah, de faire un peu, d'essuyer les plâtres, quoi. Ne t'inquiète pas, Isabelle, tu es parfaite. Tu es parfaite. Donc voilà, et donc il y a Arkady Ivanovitch, un nom peut-être prédestiné par rapport au sujet, qui vient de nous rejoindre aussi. Salut à toi. Bien, Et merci pour le follow, du coup. C'est ce qu'on se dit sur stream, sur Twitch. Et du coup, aujourd'hui, on voulait parler, effectivement, donc tu as fait un petit peu le résumé des Luna jusqu'à 16, c'est ça? Hein, si je ouais, reprends. alors le numéro, c'était Luna 17. Ouais. 17. Est-ce que c'est la dernière mission sur la Lune pour les Russes? Alors non, ils sont allés jusqu'à Luna 24. Donc Luna 24, c'est celle justement qui a ramené des Mm. échantillons, mais après avoir foré à 2 mètres de profondeur. Donc c'est ça que je considère un peu comme quelque chose qu'on pourrait qualifier de prouesse. Et alors il y a quelque chose d'intéressant à noter, hein, c'est que donc la sonde qui va décoller, on l'espère au mois de juillet, elle s'appelle Luna 25, ce qui laisse penser qu'avant elle, il y en a eu 24. Sauf qu'en fait, en vrai, elle devrait plutôt, si on était tout à fait honnête, s'appeler Luna 47, puisque en fait, avant elle, il y en a eu 46. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soviétiques ne nommaient les objets spatiaux qu'après le succès de leur mission. C'est-à-dire qu'il y a Oui. eu tout un tas de sondes qui ont décollé vers la Lune et qui ont échoué, et donc qui n'ont pas reçu l'appellation Luna XX. Alors celles qui étaient, il y en a qui ont décollé mais qui sont restés coincées sur orbite terrestre. Donc bah, pour faire croire que c'était des satellites classiques qui sont restés intentionnellement sur orbite terrestre, on les a appelés Cosmos quelque chose. Et puis il y en a qui ont carrément, il y a eu des échecs au lancement, donc avec la fusée qui se crache, et donc aucune mise sur orbite. Donc auquel cas on donnait pas de nom du tout, on ne déclarait pas le lancement, et en fait bah, personne ne savait qu'il y avait eu un lancement. Voilà. Et donc c'est pour ça que par exemple entre
entre Luna 3 et Luna 4, il y a eu en fait 4 vols ratés. Donc il y a eu 4 sondes entre la 3 et la 4, mais ces 4 sondes n'ont aucun nom. Donc en fait, Luna 25, en réalité, c'est plutôt Luna 47. C'est pour l'anecdote. C'est vrai aussi pour les sondes vers Mars, les sondes vers Vénus, et Ouais. tout un tas d'autres choses. Mm. Et pareil pour les Cosmos, les satellites, en fait, c'est la même chose, c'est Cosmos Donc Cosmos, en fait, c'est pas 45, un satellite, 76, je sais pas combien, mais à combien on est, mais ceux qui ont raté entre deux, ils ont quand même une dénomination ou pas du tout? en fait, Cosmos, c'est pas un nom d'un programme, c'est le nom générique que les soviétiques et maintenant les Russes donnent à tout satellite dont ils n'ont pas Mm. envie qu'on sache ce que c'est. Oui, Et du temps de l'URSS, c'était tous les satellites. C'est-à-dire que c'est un peu comme si nous, on lançait en janvier un satellite Sentinelle sur Vega, puis une magnifique sonde Gaia sur Soyuz, puis un ATV, et puis le James Webb Space Telescope, mais qu'on n'avait pas envie que quelqu'un sache ce que c'est. Donc Sentinelle, on l'appelle Cosmos 1, Gaia, on l'appelle Cosmos 2, l'ATV, on l'appelle Cosmos 3, et James Webb, on l'appelle Cosmos 4. mm. Donc vu de loin, quelqu'un qui ne connaît pas la chose pense qu'on a lancé 4 fois le même satellite, et en fait, c'est des choses qui n'ont absolument rien à Ouais, voir. tout à fait. Donc c'est ça qu'on fait et que continuent de faire les Russes. Ils appellent Cosmos absolument tout. Donc en fait, c'est un nom générique. Et donc notamment les sondes lunaires qui restaient coincées sur orbite terrestre, eh ben, c'était Cosmos 200, 211, 159, 300, etc. Et comme ça, posez pas de questions, c'est un satellite, point. Voilà. Donc du coup, Luna 25, donc le retour des Russes sur la Lune après 40 ans, 46 ans, c'est ça? Bah, la dernière, Luna 24, donc c'était en 76. Donc Et donc, 46. 2020, oui, voilà, c'est ça, exactement. 46 ans, ouais, Ouais. exactement. 46 ans. Donc déjà, est-ce que le projet, il aurait déjà dû décoller il y a quelques années? Ils sont en retard aussi pour Luna 25, comme pour d'autres projets, ou il n'y avait pas forcément de date espérée, ou comment? Alors, parler de retard, je pense que c'est un euphémisme. À mon avis, il y a certains de nos spectateurs ou followers, je ne sais pas trop comment on dit Hmm, sur Twitch, qui n'étaient peut-être pas nés quand le programme a commencé. Il a commencé, alors, de mémoire, je dirais, en 1998. d'accord. Hmm, Alors, à l'époque, je ne sais pas exactement quand est-ce que le lancement était envisagé, mais plutôt au début des années 2000, quoi. Et le projet était très différent, hein. C'était une sonde qui était censée se mettre en orbite autour de la Lune et qui devait larguer ce qu'ils appelaient des pénétrateurs. Alors, je crois qu'il y en avait 3 ou peut-être 4, je ne suis pas trop sûr. C'est-à-dire que c'était des objets pointus qu'on devait larguer, qui devaient ralentir un petit peu, mais quand même impacter le sol avec une vitesse très forte comment dire, pour pénétrer dans le sol, d'où leur nom de pénétrateur, et faire des mesures sismiques. Au final, bon, ils n'ont jamais eu le budget pour ça. Le projet a été complètement remanié une quantité invraisemblable de fois et la sonde est devenue non pas un orbiteur qui largue des petits objets, mais carrément un atterrisseur. Et il a hmm, été donc décidé de viser le pôle sud parce que certains s'en rappellent peut-être, mais en 98, il y a eu une grosse découverte. C'était la sonde Lunar Prospector qui a fait cette découverte, sonde américaine, qui a découvert qu'au pôle sud de la Lune, il y avait de l'eau. Alors, il n'y a pas l'équivalent de l'océan Pacifique, évidemment, hein. Il y a de la glace d'eau renfermée dans la roche. Mais ça a été découvert donc fin des années 90. Et donc là, les Russes ont décidé d'aller se poser à cet endroit-là pour étudier ça de plus près. Et ok. donc, pour répondre Oui. synthétiquement à ta question, oui, le lancement a glissé vers la droite, comme on dit, sur près de 2 décennies. Ouais. D'accord. Bon. Bon, du coup, ils sont prêts. Sont bientôt prêts, a priori. Ils nous ont donc ils ont publié des vidéos ces derniers temps. Donc, il y en a une en octobre qu'on va regarder tout à l'heure, hein, et une dernièrement avec un reportage il y a 2, 3 jours. Enfin, oui, lundi, je Ouais, crois. cette semaine. Voilà, Ouais. cette semaine. Donc, du coup, on va pouvoir parler. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la vidéo une première fois en passant vite, et puis tu nous expliques un peu ce qu'on voit pour Ah bah, c'est toi ça. Ça qui- moi, permet. je... Bon, le Par problème, contre, c'est que si je la vois pas, la vidéo, par contre, ça va être difficile pour moi eh de la oui, commenter. eh oui, bien sûr, forcément que je suis bête. Non. Bon, ben, j'ai juste oublié ce point. Euh, alors, hop. Ah, là, je vois tout, là. Hmm. Alors, sauf que ça me fait ça. Ouais, c'est pas comme ça que je voulais, hein.
forcément, ça fait pas comme dans la répète, hein. Oui, mais le mieux est l'ennemi du bien, le mieux est l'ennemi du bien. Ça fait pas comme tout à l'heure. On a beau avoir fait des trucs avant, ça fait pas pareil, évidemment. Donc en fait, là, on commence. Donc on va regarder la vidéo. J'ai pas mis le son parce que je suis pas sûre que ça soit très intéressant. On va la regarder une première fois comme ça, avec des plans un peu bizarres peut-être. Là, a priori, il y a une maquette. Alors ça, ce qu'on voit là, c'est Ouais, alors attends, je peux, effectivement, on est où en fait dans cette Alors vidéo? ça, c'est donc on est à Khimki, à côté de Moscou, dans la banlieue moscovite un petit peu, et donc là, on est dans une entreprise qui s'appelle NPO Lavochkin, et donc c'est l'entreprise qui a construit toutes les sondes spatiales soviétiques depuis 1966. Donc pas les toutes premières, qui étaient faites dans une autre entreprise, et qui en 66 a transféré toute son activité donc chez NPO Lavochkin, et depuis c'est eux qui ont fait toutes les sondes soviétiques et russes qui sont allées sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, les observatoires spatiaux et moult autres choses, quoi. Donc là on est dans leur grand hall d'assemblage, et on voit donc il y a plein de matériel Mm, très intéressant dans ce hall d'assemblage, beaucoup y aller. mm. Euh, Oui, enfin quand on est passionné, on aimerait aller visiter toutes les salles blanches, hein, ça c'est clair. Ah, on est d'accord, mais celle-là est particulièrement sympa, Mm. hein. Et donc, il y a plusieurs Luna 25, en fait, parce qu'il y a le modèle de vol, celui qui décollera, on l'espère, cet été. Il y a le modèle, c'est celui qu'on voit en ce moment, qui sert pour les essais thermiques à vide. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce qu'on a là sous les yeux, c'est une reproduction quasi identique de la sonde, qu'ils ont plongé dans une grosse chambre étanche dans laquelle ils ont fait le vide et ils ont monté la température à 100 et quelques degrés pour simuler l'environnement lunaire et s'assurer que tout fonctionnait bien même dans cet environnement-là. Derrière, alors on ne les voit pas avec précision là, mais il y a d'autres modèles d'essais qui servent aux essais électriques, d'autres pour les essais vibratoires, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de Luna 25, il y en a 7 ou 8, peut-être même une dizaine. Et au milieu de tout ça, il y en a une qui est la vraie, celle qui partira et qui, on l'espère, se posera sur le pôle sud lunaire, qui restera pour toute l'éternité. Du coup, ils font quand même à l'ancienne, on va dire. Je suis pas sûre que, par exemple, les Américains font toujours. Alors, ça aussi pour les sondes, on va dire martiennes. C'est-à-dire un modèle thermique, un modèle mécanique, un modèle de vol, voire un spare de modèle de vol. Et ils font ce genre de choses. C'est d'usage chez eux, quelle que soit la mission. Pour les missions Alors, d'exploration, au moins. les Russes font toujours ça, que ce soit pour les sondes d'exploration, pour les satellites, pour tout. Ouais, ouais. Alors j'avoue que j'ignore totalement la pratique américaine, donc je peux pas dire si c'est le cas aussi. Bah après, Euh, je pense que, enfin, je sais pas, au niveau Europe, je sais qu'on a souvent effectivement un modèle de vol, on a potentiellement un spare et encore, enfin, Curiosity et Perseverance, ils ont ça, mais ils ont un espèce de jumeau au sol. Tu peux avoir ce qu'on appelle un éclaté des équipements sur table, on va dire, des équipements électroniques, mais maintenant, les modèles mécaniques et thermiques, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, quoi. C'est-à-dire que par exemple Gaïa, que tu connais bien, Mm. Gaïa, à un moment donné, on a pris Gaïa et on l'a mis dans une chambre à vide thermique pour s'assurer qu'elle marchait bien dans le vide. On a mis la vraie Gaïa, Oui, quoi. alors oui et non. En fait, et ça a été fait en deux temps. Tu avais le modèle de service et on va dire la payload qui ont fait leur vide thermique séparé. Par contre, c'est ce qui est vraiment parti, quoi. Et Oui, c'est ceux c'est pas une qui ont décollé. maquette. Non, D'accord, non, c'est pas une d'accord. maquette. Non, non. Bah, en fait, donc les Russes, effectivement, ils font des modèles différents pour chaque type d'essai. Et en fait, j'avoue que je sais pas exactement. Le modèle de vol, au final, est-ce que lui, il passe dans la chambre à vide thermique, par exemple, ou pas? Mhm. Euh, Honnêtement, je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense qu'on considère que si le modèle d'essai c'était bon, on considère que le modèle de vol, ça l'est aussi. Donc là, c'est pas le modèle de vol, a priori, celui Ah, ce que qu'on tu voit vois, là. non, ça c'est quelque chose qui ne partira jamais, qui peut-être un jour on le verra dans un musée. Mhm. C'est quelque chose qui a juste servi à faire les essais à vide thermique. Le modèle de vol est plutôt celui-là, je pense. Ah, Alors peut-être, j'avoue que je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que si j'écoutais ouais, en détail le effectivement, hein. documentaire, Ah oui.
Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Effectivement, on a des morceaux, celui-là, là, qui est j'ai l'impression les réservoirs, Oui, c'est ça. c'est le doublon de ce qu'on voit dessous, là, qui est peut-être Oui, oui, mais il y la a le modèle de vol, doublon, quoi. le triplon, le quadruplon, le Il y a celui-là. pentuplon, Ah ouais. le sectuplon, enfin, je ne sais pas exactement après quel terme on utilise, mais le décuplon. Ah, il y en a partout, il y en a partout. Mais d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que donc ils font ça, ils ont toujours fait ça déjà du temps de l'URSS, et donc ce qui est génial, c'est que dans les musées, ils ont plein de choses à mettre. Mm. Et c'est pour ça que dans des musées, tu vois plein de Lunarod, tu vois plein de Luna, de Venera, de Mars, parce qu'en fait, ils en avaient à plus savoir quoi en faire, vu que pour chaque mission, ils en construisaient 10, quoi. Donc c'est plutôt pas mal pour les passionnés, au final, cette pratique, quoi. Alors, je sais pas, tu veux Alors, c'est revenir Monsieur en Clément, arrière pour vous allez voir? apercevoir, qui est le chef de Ah. projet Luna Globe chez la Volkswagen. Alors, C'est pourquoi quelqu'un tu de dis Luna Globe, justement? Ah oui, alors parce qu'en fait, à l'origine, elle s'appelait pas Luna 25, elle s'appelait Luna Globe. Mm. Et un jour, alors je sais plus quelle année c'était, mais c'est récent, hein, peut-être en 2018, 19, je me rappelle plus vraiment, ils ont décidé de prendre la numérotation 25 pour justement faire la continuité avec le programme soviétique. Mais à l'origine, c'était pas le cas du tout. Et donc la suivante s'appellera 26, la suivante 27, etc. Et Globe, ça veut dire quoi? Ah, Globe, ça veut dire globe. Ok, non, mais je au cas où. C'est pas un faux ami, c'était Luna Globe. Je sais pas trop pourquoi ils l'avaient appelé comme ça, mais... Bah, du coup, Parce que donc peut-être qu'on peut l'évoquer aussi, parce que donc là on a Luna 25, donc qui décolle, encore une fois on l'espère, cet été, donc c'est prévu le 23 juillet. Hein. ah, d'accord, Euh, j'avais pas vu cette info. Ah bah, tu vois. ah oui, si, 23 juillet, alors je crois même que l'heure est prévue, mais il se trouve que je la connais pas par cœur. Mais réservez votre journée le 23 juillet, je sais pas si c'est en semaine ou en week-end, mais il y aura un beau lancement à voir. Et puis Je donc le ensuite, note. 2 ans plus tard... Comment tu dis? Je le note. Ah bah J'ai oui, pas que oui, j'oublie parce que je l'ai. alors, elle décolle de Vostochny, hein, si tu allais voir le lancement, c'est très loin. Hein. Ah, c'est Euh, Vostochny en plus? Ah oui, oui, elle décolle de là-bas, elle décolle de Ah, là-bas, sur une Soyuz 2 avec un frégate. Ouais, tout à fait, d'accord. ce Ok. sera une grande mission, parce qu'ils font des très belles images là-bas, donc Mm. ça promet d'être un très très beau lancement. Et donc 2 ans plus tard, en 2024, en novembre 2024, il y a Luna 26 qui devrait décoller. Donc ça, ce sera un orbiteur. Et puis ensuite, en 2025, alors les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ce sera Luna 27 qui, elle, sera de nouveau un atterrisseur, mais alors beaucoup plus complexe que Luna 25. Luna 25, c'est une sonde qui est volontairement faite pour être extrêmement simple. Il n'y a que quelques dizaines, elle fait 1700 kilos, et il n'y a que quelques dizaines de kilos de charge utile. Le but pour les Russes, ils le disent d'ailleurs clairement, c'est de réapprendre à se poser sur la Lune, quoi. Ah oui. Savoir a été en grande partie perdu, donc là, ils font simple avec un maximum de chances de réussite, quoi. Et Luna Alors. 27, donc, ce sera grosso modo en gros la même base, le même module de propulsion, le même module de service, je dirais, pour reprendre la terminologie occidentale, Mm. et par contre avec une charge utile beaucoup plus touffue. Bah, du coup, voilà l'animation, un petit peu à quoi ça va ressembler l'atterrissage, si tout se passe bien. Tout à fait, donc atterrissage qui se fera avec des caméras européennes, puisque donc il y a des caméras qui vont observer le sol et qui vont déterminer exactement de manière automatique à quel endroit se poser. Oui, j'aime bien faire des gestes quand je parle, c'est comme ça les gens comprennent mieux. Et je suis à moitié italien, c'est peut-être pour ça. Et donc cette caméra sera fournie par l'Agence spatiale européenne. D'accord. Ah, ouais, c'est peut-être On la ça. retrouvera aussi d'ailleurs sur Euh, Luna 27 quelques années plus tard. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais. Comment on fait? Là, j'ai l'impression que c'est le modèle de vol, là, quand même, sur cette Ah, image, c'est tout hein. à fait possible, c'est tout à fait possible, j'en ai pas la certitude, mais Ça- en tout cas, ce qui est certain, ce qu'on peut dire, c'est que si c'est pas le modèle de vol, le modèle de vol ressemble exactement à ça. Donc, on peut imaginer que c'est le modèle Donc de on vol. voit quand même la taille qui est quand même sensiblement importante. Ça me paraît plus important que ce qu'on a pu voir par exemple pour les Israéliens ou les Indiens, sauf Ah erreur. oui, tout à fait. Oui, ça, Luna 25, elle rentre pas dans ta cuisine, hein. Ça, c'est Mm. certain que c'est quelque chose d'assez gros. Ouais. C'est quoi la masse à l'atterrissage du coup? Alors, quand elle se pose sur la Lune avec donc, les réservoirs en grande partie vides, j'avoue que je ne sais pas combien Ah, elle ou fait. alors au décollage? Mais au moment du décollage depuis la Terre, elle fait 1750 kilos. Ouais. Mm. Presque 2 tonnes, hein, ce qui est quand même pas D'accord. rien. C'est le maximum que peut envoyer une Soyuz 2 sur une trajectoire lunaire. Donc on voit bien que là, la sonde, elle est vraiment constituée de 2 parties. Mm. Donc la partie inférieure, donc avec les 4 réservoirs d'ergols et les 4 pieds d'atterrissage. Donc ça, c'est la base. Ça ressemble un petit peu à ce que faisaient les Américains avec Surveyor dans les années 60. Hein. Et Voire un puis, LEM d'ailleurs, ou un LEM comment, presque. comment dis-tu? Un LEM presque aussi.
Oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à un lemme aussi, en plus petit. Et puis donc au-dessus, cette partie là qui ressemble à un espèce de gros parallélépipède. Donc c'est ici que tu trouveras la charge utile, mais aussi l'alimentation électrique. On voit il y a les panneaux solaires, on voit un viseur stellaire, enfin tout un tas d'instrumentation. Donc Luna 27 dans 3 ans, grosso modo, ce sera la même base avec les 4 réservoirs et les 4 pieds d'atterrissage là, mais une plus grosse, la partie supérieure sera beaucoup plus grosse, quoi. Et donc là-dedans, alors là c'est difficile à distinguer, d'autant plus que l'assemblage au moment de la vidéo était certainement pas terminé. Mais donc il y a un certain nombre d'appareils scientifiques. Et alors il y en a un pour l'anecdote qui est fourni par la Suède. C'est un instrument de mémoire qui va servir à étudier non pas le sol lunaire, mais l'environnement immédiat autour de la sonde. Je ne vais pas dire l'atmosphère, parce qu'il n'y en a pas, mais l'espace autour de la sonde, quoi. Et donc il sera fourni par nos amis suédois. Tout le reste, sinon, est russe, donc à part, comme j'ai dit, les caméras qui serviront pour l'atterrissage, qui sont fournies par l'Europe. Donc on aperçoit, il y a 4 gros réservoirs. C'est uniquement pour uniquement. C'est pour la mise sur orbite lunaire. Alors je crois que tu as une planche pour justement montrer un petit peu le profil de vol. Ah oui, tout à fait. Tu veux que je la montre maintenant, là? Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Encore une fois, je fais ce que tu me dis, moi. Oh, c'est trop gentil. J'entends pas ça souvent. Alors attends, donc là je fais partager, c'est ça? Vas-y, prends la main. Vous allez prendre la suite de Isabelle en tant que présentateur principal. Ouais. Ah, ah. Et donc là, je choisis. Bon, il n'y a pas de questions dans le chat. Je sais pas, tu dis trop de belles choses. Tout le monde, ils ont peur, et je sais pas. Tellement clair que j'imagine, plus aucune question ne se pose. Voilà, alors je sais pas si on voit à peu près. Donc bon, c'est le plan de vol classique. Donc on voit à gauche donc la sonde décolle de la Terre. En plus, alors là par contre c'est faux parce que sur le schéma on la voit, elle décolle de Baïkonour. Alors en fait c'est pas du tout de Baïkonour, c'est de Vostochny, mais ça change pas grand chose. La Terre est en ronde. Donc ensuite la sonde se sépare du frégate. Elle réalise donc une voire 2 corrections de trajectoire entre la Terre et la Lune. Corrections qui parfois sont annulées au final si le lancement a été suffisamment précis. Mais bon, là, il est évidemment trop tôt pour le dire. Et donc ensuite, comme on le voit sur la partie droite du schéma, la sonde, dans un premier temps, se place sur une orbite autour de la Lune. Elle va y rester, alors j'avoue que je ne sais plus, et c'est pas écrit sur la planche, mais elle va y rester un certain nombre de jours, hein, quand même. Hein. C'est pas comme Apollo, hein. C'est pas on arrive et pouf, on descend. Donc elle va rester un certain nombre de jours sur orbite lunaire, et puis il viendra un moment où elle descendra. Un peu donc, comme Challenger, quoi. Un peu comme l'émission, enfin Challenger. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Chinoise, pardon. Exactement. Tu as tout à fait raison, la comparaison est bonne. Alors par contre, donc une autre différence avec une mission Apollo, c'est que là, on a bien toute la sonde qui descend et elle largue pas un module, quoi. C'est bien l'ensemble qui va à un moment donné freiner pour atterrir, et donc en visant une zone de 15 km par 30 au niveau d'un cratère qui s'appelle le cratère Boguslavski, qui a un nom russe, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi. Non, je plaisante, c'est certainement pas pour ça. Et donc qui sera pas exactement sur le pôle sud, mais à proximité immédiate du pôle sud. Et donc ce sera la première fois dans l'histoire qu'on atterrit, qu'on allunie peut-être, au niveau du pôle sud. Du coup, et donc elle ne redécollera pas, il n'y a pas de retour de quoi que ce soit. Une fois qu'elle y sera, ce sera pour toute l'éternité. Du coup, je vais juste revenir sur du coup. Je suis pour, si vous avez d'autres moyens de partage. Je ne sais pas faire autrement. Donc, je comprends là, les 4 réservoirs. En fait, c'est bien pour l'insertion en orbite lunaire, le fait d'orbiter et après d'atterrir et de ralentir pour aller pour atterrir, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc il en faut quand même. Et peut-être que c'est le bon moment, vu qu'on parle de l'atterrissage, de montrer mon magnifique graphique. Et il y a quelqu'un, mais je ne sais plus qui, donc c'est bête, sur Twitter, qui me l'avait demandé il y a quelques jours ou quelques semaines,
Et à l'époque, j'avoue que je l'avais perdu, donc je n'avais pas pu répondre à Je cette t'en prie. personne. Et il y avait une question dans le chat. Si Luna 25 est déjà à la charge maximum, avec quoi de Soyuz, donc, avec quoi sera envoyé Luna 27? Alors, oui, en fait, je me suis mal exprimé. Luna 25 n'est pas tout à fait à la charge maximum. Il reste une petite marge de quelques dizaines ou peut-être une ou deux centaines de kilos, je ne sais pas exactement. Et donc, Luna 27 va exploiter cette marge et donc elle décollera aussi sur Soyuz 2. Donc, ce que j'ai dit n'est peut-être pas tout à fait vrai. Je m'en suis rendu compte en me disant. Et je pensais que personne allait relever, merci. Mais donc, Luna 25, il y a encore une petite marge. Oui, tout à fait, il y a encore une petite marge. Donc, techniquement, les Russes auraient pu faire une sonde plus lourde, mais encore une fois, ils avaient vraiment la volonté de faire quelque chose de simple pour, encore une fois, réapprendre à y aller et y aller par étapes. Y aller par étapes. Alors du coup, c'est Arkady Ivanovitch qui est dans le chat, c'est lui qui a demandé le graphique, surtout pour comprendre pourquoi juillet est la fin de la fenêtre. Alors, donc là, je vais faire péter mon super graphique. Ouais, tu peux reprendre la main. Je reprends la main. Attends, une fenêtre. Alors j'aime bien parce que dans l'animation de la vidéo, en fait, on voit que c'est pas du tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la salle blanche, quoi. Ça ressemble plus à... Ah bah non, mais ça, c'est un Lunarod, ça. Bah oui, c'est Lunarod, donc c'est ça qui est bizarre. Ça, ils font un flashback, je pense, sur Ah oui, les sondes d'accord. précédentes. Voilà, ça c'est pour mettre. Voilà mon super graphique. Alors, donc pour expliquer ce Oui. graphique, en abscisse, donc on a la date de lancement. Alors malheureusement, c'est un vieux graphique qui montre que les années 2019, 20 et 21. Il ne montre pas 2022. Et alors la courbe bleue, c'est le delta V, c'est-à-dire l'impulsion, on va dire, qu'il faut fournir à la sonde pour qu'elle puisse se mettre sur orbite lunaire. D'accord ? Donc par exemple, on voit que si on décolle en mai 2019, il faut fournir une impulsion de 0,867 mètres par seconde. Voilà. Alors que si on décolle plutôt en juillet 2020, ben, il faut fournir simplement une impulsion de 0,845. Alors vous allez me dire 0,845 et 0,867, c'est presque pareil. Et vous avez raison, sauf que ben, le presque a son importance, parce que la ligne rouge horizontale, je la montre avec mon doigt, ce qui est difficile, mais la ligne rouge horizontale que vous voyez, la limite de... Oui, bah, c'est des réflexes, je ne suis pas encore dans la nouvelle technologie. C'est la limite de ce que la sonde peut fournir. Voilà, c'est-à-dire que si vous décollez à un moment où la courbe bleue est au-dessus de la ligne rouge, eh ben, vous pourrez très bien décoller, vous allez bien voler de la Terre à la Lune, et vous allez lamentablement vous cracher à la surface, parce que vous n'aurez pas assez d'ergol pour pouvoir atterrir. Donc, il faut décoller absolument quand la courbe bleue est en dessous de la ligne rouge. Donc on voit qu'il y avait une fenêtre fin 2019, il y en a eu une à l'été 2020, il y en avait une à l'automne 2021, c'est là où il y a une grosse flèche rouge, là où c'est marqué en russe Optimum. Donc à l'origine, la sonde devait décoller dans cette fenêtre-là. Et on voit effectivement que la courbe bleue est très en deçà de la ligne rouge, ça veut dire que c'est là qu'on avait le plus de marge de manœuvre pour atterrir. Mais malheureusement, il y a eu des soucis techniques, on peut en reparler, d'ailleurs c'est notamment lié aux sanctions du fait de la situation politique en Ukraine, qui fait qu'ils n'ont pas pu lancer en 2021, et donc ça a été reporté à 2022. Malheureusement, je n'ai pas le graphique pour 2022. Mais voilà, donc je pense qu'en fait, ça montre bien pourquoi à certains moments on peut décoller et à d'autres non. C'est qu'en fait, si on décolle au mauvais moment, bah, en fait, il faudra trop d'énergie pour atterrir par rapport à ce qu'on est capable de fournir. Voilà, pour l'explication, j'espère que Arkady, ça t'a suffi. Vu que je ne peux pas lire ce que tu écris, bah, je ne sais pas si tu es content. Et après, il y a un décalage entre ce que nous on dit et que ça arrive, et donc après que le chat revienne. Donc on va attendre 2-3 minutes, je devrais avoir le point. Ils ont installé la fibre devant chez moi il n'y a pas longtemps, donc je pense que à mon avis, bientôt, je pourrai faire des streams de bien meilleure qualité. Pas de souci. On refera, si tu veux aussi. De toute façon, je pense qu'on a plein de sujets. Arkady a dit merci, c'est très clair. Donc voilà, très bien. A priori, je t'en prie, Arkady. Tu as. Du coup, en termes alors, ils ont. Pardon. Si on atterrit au pôle sud, il me semble, c'est qu'on a quand même un ensoleillement assez fréquent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires.
ou pas? Ouais, alors là, j'avoue que je suis Ah, pas très calé sur ces questions-là. Alors, je pense que au pôle Sud, en fait, c'est un peu du tout ou rien. C'est-à-dire que soit tu es dans un endroit constamment éclairé, soit constamment à l'ombre. mm, Mais bon, ça, c'est vrai si on est réellement au vrai pôle Sud. Là, on est quand même pas exactement au pôle Sud. Alors, j'ai peut-être un schéma qui le montre. Le fait que les panneaux solaires soient tout petits, pour être honnête, c'est aussi, comme j'ai dit, qu'il y a très très peu de charge utile. Hein. La d'accord. totalité des instruments scientifiques a une masse totale de 30 kilos. Ah oui, c'est vraiment rien. Là, Ouais. je me rends compte, tu pourrais presque porter ça à la main, enfin pas Mm. très longtemps, mais donc c'est vraiment pas gros. Hein. On est sur une sonde de presque 2 tonnes avec 30 kilos de matériel, donc il n'y a pas grand-chose à alimenter en fait. Hein. Donc en fait, c'est vraiment ce que tu disais, c'est réapprendre à aller sur la Lune. Oui, enfin, oui, voilà. Je C'est sais ça. pas comment dire, En comment fait, dire Luna autrement. 25, Luna 25, c'est un peu comme Smart One, la sonde européenne qu'on a envoyée au début des années 2000. Mm. Faut vraiment la voir comme un démonstrateur technologique plutôt que comme une mission scientifique. Bah, le but est vraiment de qualifier des technologies qui seront plus tard utilisées sur des sondes beaucoup plus ambitieuses. Quoi. Donc, on a quand même placé 30 kilos d'équipement scientifique histoire de ne pas avoir fait le voyage pour rien, Mm. mais clairement, le but, c'est pas ça. Quoi. C'est un peu ce qu'on avait fait sur Smart One ou un peu ce que les Américains avaient fait sur Deep Space One ou d'autres sondes de ce type-là qu'on va pas lister ici. Ah, justement, il y a la... Alors, finalement, enfin, dans cette vidéo, les schémas sont pas du tout adaptés. Enfin, ils sont pas mis à jour, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on voit. Donc ça, c'est l'étage frégate. Finalement, on va faire une grosse mission C'est ça, au départ. c'est ça. Donc là, c'est la mise sur orbite. Voilà, exactement. Mm. Hein. Bon, alors monsieur, il parle. Donc, Ça, c'est Monsieur Katsuchou, donc le chef de projet à Luna 25. Si tu pouvais faire un jour un stream Twitch avec lui, je pense qu'il aurait aussi plein de choses intéressantes à te dire. ah, mais si c'est en russe, ça va être un peu compliqué. Ah, évidemment, évidemment. On peut pas tout avoir, Isabelle. Pas tout avoir. C'est trop exigeant. Je vois en tout cas pas mal de liaisons là, pas mal comment? Ah, je perds mes mots, pardon. De, de lignes de propulsion, enfin voilà, de tuyaux quoi. Là, il y a un paquet de connecteurs hein, qui attendent. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, tu dois avoir l'alimentation Mm. UDMA, chaîne 2O4, la pressurisation. Même si le moteur est pas gros, ça fait quand même. Ah, du coup, tu as, oui, c'est hydrazine Ouais, c'est ça, et peroxyde et peroxyde d'azote. d'azote. Ouais, truc C'est un moteur, traditionnel alors, quoi. c'est un moteur qui s'appelle le S5 154, donc qui est fourni par une entreprise qui s'appelle le Kabeki Mash, et c'est l'entreprise qui fournit tous les moteurs de toutes les sondes depuis les toutes premières. Quoi. C'est une entreprise qui est dans la ville de Korolyov, à côté de Moscou, juste à côté du Tsouk. Quand on est devant le Tsouk, donc là où est contrôlé l'ISS et tout un tas de choses, tu as le Tsouk devant toi, et juste derrière, là, il y a un grand bâtiment, un mystérieux, et en fait, c'est là-bas que sont faits tous ces petits moteurs. Là, justement, on aperçoit, alors là, il y a une antenne. Je pense que c'est une antenne de communication. Ouais, ouais, visiblement. Alors, je Mm. sais pas tout, mais j'imagine que oui. Et sur la gauche, là, le petit machin C'est rond, un ça, sens. Ah c'est non, c'est une une des cuillère. 8 caméras. Ah, c'est les caméras? Ouais, alors je sais pas si c'est celle-là, la caméra européenne, parce qu'au total, des caméras, il y en a 8. Alors certaines vont servir pour l'atterrissage, donc c'est les fameuses caméras européennes. D'autres vont servir pour faire des panoramas une fois que la sonde aura atterri. D'autres vont servir à faire des plans rapprochés du sol. Au total, il y en a 8. Voilà, c'est ça. Alors celle-là, je ne sais pas exactement laquelle c'était. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est très important, c'est qu'il y aura un petit bras manipulateur sur cette sonde. Alors, c'est pas le canard de l'ISS, hein, c'est pas un machin de 20 mètres qui peut bouger dans tous les sens. Ce sera juste un petit robot avec une articulation, mais il va servir donc il ne pourra pas forer, hein, c'est pas une foreuse. Il va simplement récupérer c'est dommage, on ne le voit pas là les images. Je pense qu'au moment de la vidéo, il n'avait pas encore été installé. Installées. Mais donc il va servir à ramasser des petites pelletées de poussière, de régolithes, et il va les placer à l'intérieur d'un petit spectromètre embarqué, et donc ça va permettre d'analyser la composition du régolithe en question, et notamment de détecter la présence ou non de glace d'eau. D'accord. Donc oui, quand même, la mission scientifique est intéressante par Ah rapport oui, à oui, ça. là, ils vont quand même faire des choses, hein, ils vont Hmm. quand même faire des choses. Hein. Je sais pas ce que c'est ça. Là, comme ça, je suis pas capable Hmm. de te dire, on voit pas suffisamment bien. Ouais.
Là, on voit pas suffisamment bien. Je suis désolé, je... Je sais pas, c'est un espèce de truc avec alvéolé là, je sais pas ce que c'est. Eh ben, moi non plus, figure-toi, voilà. Mm. Désolé. Désolé, je te déçois peut-être, mais là, Alors, comment franchement... s'effectue la transmission des images depuis la Lune? Une question de Deng Jojo 69. Alors, par radio, je ne saurais pas te dire la fréquence exacte, mais de manière directe. C'est-à-dire que contrairement à d'autres sondes, il n'y a pas de relais en orbite lunaire pour retransmettre les données. Tout se fera de façon directe. C'est-à-dire le site d'atterrissage a évidemment été choisi de manière à ce qu'il soit visible depuis la Terre, hein. On n'est pas sur la face cachée, évidemment, quoi. Sinon ce ne serait pas possible. Donc la communication se fera de façon directe et donc la réception se fera dans une station de réception qui est... Alors c'est intéressant parce qu'elle est à côté de Moscou et elle est au bord de la route, figure-toi, quand on va à la Cité des Étoiles, Mm. là où s'entraînent les cosmonautes. Et donc quand tu es sur la route pour aller au centre d'entraînement des cosmonautes, à un moment donné, sur ta gauche, tu vois une grande antenne, et pas longtemps avant d'arriver. Et en fait, cette grande antenne, c'est celle-là qui sert à la réception de des données qui viennent des sondes interplanétaires, parce que et cette antenne, alors j'ai oublié son diamètre, je ne peux pas le donner de tête comme ça, mais elle est vraiment immense, elle peut recevoir énormément de données, et notamment on l'utilise par exemple pour ExoMars, la sonde européenne, enfin euro-russe ExoMars qui est sur orbite autour de Mars. TGO, Une... quoi. Oui, voilà, TGO, Trace, exactement. Ouais, trace gaz orbiteur. et ouais, c'est ça qui a décollé en 2016 16. Mm. et qui a dû arriver début 2017. Donc alors, tout ne passe pas par là. Il y a aussi des antennes de l'ESA qui Bien sûr. reçoivent, mais une grande partie des données d'ExoMars, elle est reçue par cette fameuse station qui s'appelle la station du lac des Ours, parce qu'elle est à côté d'un lac qui s'appelle le lac des Ours, et donc qui est donc juste à côté de la Cité des Étoiles. Et donc c'est cette station aussi qui va recevoir les données de Luna 25. C'est quoi le nom en russe, lac des ours? Miedveji Ozera. D'accord, ok, non, c'était juste comme ça. C'est donc qu'on parle un peu du russe, qu'on entend du Ah bah, russe. magnifique langue qu'est le russe. Et alors, Ouais, du coup, juste tiens, voilà le bras que tu parlais. ouais, voilà, voilà, exactement. Et donc là, on voit, il prend les. Bon, alors on n'a pas vu jusqu'au bout, mais donc l'image est très simplifiée. Donc, à un moment donné, il récupère la poussière et donc ensuite, voilà, il la place dans un petit compartiment du spectromètre. Ouais, donc il y aura 8 caméras pour filmer tout ça. Et donc, franchement, enfin, si tout se passe bien, évidemment, ça promet d'être quand même une Ah, c'est très très belle intéressant. mission. Ouais. Alors Alors, évidemment, il y aura pas de véhicule, donc j'ai envie de dire que ce sera un peu monotone, hein, il y aura pas des paysages variés pendant des mois comme on peut voir avec les sondes chinoises ou les sondes américaines sur Mars, ou les sondes chinoises sur Mars aussi d'ailleurs, puisqu'il y en a une. Mais là, ce sera évidemment du statique, mais ça promet quand même d'être une très très belle mission. je sais pas, je passais voir si. Donc là, c'est la simulation encore. Voilà, et donc là, on voit, en fait, ils sont en train de montrer à quoi va servir donc la caméra européenne, c'est-à-dire à repérer, attention, là, il y a un rocher, et donc, bah, je me pose pas ici parce qu'il y a un rocher. Donc tout ça va être fait avec la caméra européenne. Donc ça, c'est retour en arrière avec Oui, Lunarod. ça n'a rien à voir. Ouais, bon. Alors du coup, la caméra européenne, on va essayer de revoir ce qu'il disait pour voir où est-ce qu'elle est. Alors là, encore une fois, je suis pas. L'animation, là, elle est quand même assez simpliste. Ouais, Je ouais, suis pas vraiment certain que. ouais. Alors, Oui, tu vois, là, t'as pas suffisamment de détails, hein. sur T'as le pas suffisamment. côté, ouais, c'est pas facile, ouais. Ouais, peut-être que, enfin, au niveau communication, moi je trouve que Roscosmos s'est super amélioré depuis 2 3 ans. Je pense Oui, mais il que, y a encore du chemin. ouais, mais enfin après au niveau le jour du direct, enfin du décollage, tout ça, ils vont peut-être faire des reportages un peu plus poussés. On aura peut-être des animations un peu mieux, quoi. Enfin, Ah bah oui, oui, c'est certain. D'ailleurs, en général, c'est quand même assez souvent ce qui se passe, hein. C'est mm, qu'il faut attendre un peu, on va dire, les dernières semaines pour mm, commencer à avoir de la vraie com. Ça, c'est sûr, mm. ça, c'est sûr. Alors moi je Mais suis, tu n'auras jamais autant d'infos que ce que tu as sur le matériel américain. Il faut quand ouais. même pas rêver. Bah c'est pas les mêmes obligations. Ils n'ont pas les mêmes obligations de Oui, tout à fait, tout transmission. à fait, Donc, tout à fait. par contre, je suis super surprise à chaque fois, c'est leur gaine sur sur les câbles, là, les trucs verts, là, c'est assez étonnant. C'est la première fois que je vois ça, enfin, je vois ça, quoi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit habituellement, quoi. de mon- Ah ouais, d'accord, là Alors après, tu sais, peut-être aussi que ça, c'était sur ce modèle-là, parce que c'est encore une fois peut-être un modèle Mm. d'essai quelconque, Alors, je je sais reviens pas. devant parce que, hop.
Je ne sais pas exactement. C'est peut-être tout simplement pour la protection thermique du câble, hein, parce qu'il faut quand même penser que là, sur la Lune, il va être Ouais, c'est vrai. soumis à des températures quand même assez impressionnantes. Après, tu vas me dire, un satellite qui est sur orbite basse terrestre, euh, il n'est pas non plus dans un milieu extrêmement tempéré et thermiquement agréable. Donc, Ouais, mais il fait vraiment très froid aussi sur la Lune. Il fait encore plus froid. Enfin, les contraintes thermiques, il faudrait un thermicien là, pour nous aider, mais je suis sûr que Technique ouais, Spatiale qui nous écoute peut-être le sait ouais. parfaitement. Il a dit qu'il faisait d'une oreille, hein. Il était occupé avec des obligations familiales. Alors, ce que je peux peut-être montrer, j'ai une Oui, infographie intéressante. je t'en prie. C'est les sondes d'après, justement. Alors, attends, voilà, partager. Je te reprends la main quelques instants. Pas de problème. Autoriser, voilà. C'est Donc là, ah, ça arrive. c'est bon. Voilà, alors je vais peut-être faire quelques zooms pour qu'on voit mieux. Donc ça, c'est notre Luna 25 dont on parle depuis bientôt 1 heure et qui décolle donc le 23 juillet de cette année. Donc le document est un petit peu ancien, il ne faut évidemment pas lire les années, hein. Donc ça, c'est la sonde suivante, donc Luna 26, qui sera donc un orbiteur. Et donc ensuite, on a la fameuse Luna 27 dont j'ai parlé, qui donc elle aussi va se poser au pôle sud de la Lune, mais donc comme vous pouvez voir, comme j'avais dit, la partie supérieure est un petit peu plus grosse, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de matériel scientifique. Et puis donc sur la gauche, là, vous voyez cette espèce de grand machin vertical, là, donc ça, ce sera une foreuse. J'ai oublié la profondeur exacte à laquelle elle ira, mais ça se comptera en mètres, hein, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3 sondes que je viens de montrer, Luna 25, Luna 26 et Luna 27, c'est les 3 qui sont financées. C'est-à-dire elles font partie du programme spatial fédéral et elles ont reçu un budget. Donc c'est des sondes qui sont réellement en train d'être faites. D'accord, oui. Au Après, est-ce que la moins, date de lancement sera très respectée? Qui vivra verra, mais c'est plus qu'un projet, c'est vraiment un programme. Et donc on a la sonde suivante, qui est Luna 28, et donc ça, ce sera un retour d'échantillon. Là, on voit la petite capsule qui est autour. Peut-être qu'un jour, on verra ce truc-là se poser, je ne sais pas, au Kazakhstan peut-être, ou ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'il prévoit d'atterrir. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui va normalement être assez novateur. Et donc, aujourd'hui, le lancement est prévu en 2027. Et là, par contre, on décolle plus sur une Soyuz 2, on décolle sur une Angara. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui sera beaucoup plus lourd, quoi. mais Mais donc, aujourd'hui, c'est vu pour 2027. Bon, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ouais. mais du Et coup, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore financé, hein. ouais. C'est pour ça que Mais du coup, on n'est pas, enfin, les Russes sont pas un oui, peu vas-y, en vas-y. retard vis-à-vis, par exemple, des Chinois qui ont déjà réussi leur retour d'échantillon à leur troisième mission, à leur troisième alunissage sur la Terre, sur la Lune, pardon. Ah bah c'est une évidence, hein. Les Mm. Chinois ont déjà réussi tout un tas de choses que les Mm. Russes contemporains, j'ai envie de dire, Mm. n'ont même pas encore tenté, hein. Donc c'est une évidence. Les Chinois, de toute manière, ont pris une avance, j'ai envie de dire, dans quasiment tous les domaines, hein. Donc ça c'est un fait, hein. Ça c'est un fait, hein. Mm. Les Chinois, ils ont quand même des rovers qui sont en train de rouler au moment où on parle sur la Lune et sur Mars et sur la face cachée de la Lune même, hein. Oui. Donc les Russes en sont encore très loin, ça, hein. Ils sont encore très très loin, hein. Mm. Il y a eu un événement, alors triste, mais intéressant. J'ai oublié la date exacte, c'était il n'y a pas longtemps, là. C'était enfin, en tout cas en 2021, je ne sais plus exactement quand en 2021, mais chez Lavochkin, le dernier employé qui avait bossé sur les sondes Luna a pris sa retraite. Donc 46 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il devait être très très jeune à ce Oui. moment-là, et donc là, il a pris sa retraite il y a 3, 4, 5 mois, je ne sais plus. C'est-à-dire que là, l'entreprise n'est constituée officiellement plus que de gens qui n'ont jamais connu de mission lunaire. Donc, on est vraiment sur une génération qui va chercher à réapprendre les savoir-faire qui ont été en grande partie perdus. La documentation ne faisant pas tout, quoi. Donc, les Chinois, eux, ils avaient rien fait dans les années 60. Donc, eux aussi ont dû tout apprendre, non pas réapprendre. Mais ils ont commencé il y a quand même de nombreuses années, et surtout, ils vont très, 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 très vite. Donc évidemment, là, aujourd'hui, ils ont une avance qui est considérable. Ça, c'est évident, hein. Justement, il y a Daniel sur le chat qui dit en plus, on a les Indiens qui vont retenter avec Chandrayaan 3 de repartir vers la Lune. Donc en 2019, 20, j'ai déjà oublié. Chandrayaan 2 indien, donc bah, c'est craché.
bon, c'était pas mal, hein, ils avaient déjà mis en orbite. Euh, Sauf erreur, ils étaient... Oh là, j'ai oublié, j'ai eu trop de Je me mémoire. rappelle plus trop, j'avoue, je me rappelle plus trop non plus, Est-ce mais qu'ils ont oui, mis tout le en monde, ça orbite? Enfin se bon, que ils ont essayé d'atterrir, bon, ils se sont crashés. Ils vont retenter, a priori, lancer en août, ça c'est pareil, faut voir. Euh, ouais, les Russes, ils essayent de récupérer un peu leur retard, mais c'est difficile, j'ai l'impression. ah, ça va être très difficile, oui, ça va être très difficile, mais il y a qu'en essayant qu'ils pourront y arriver, c'est certain. Après, moi, à titre personnel, mais ce que je dis n'engage absolument que moi, la petite frayeur que j'ai, c'est que, enfin, l'inquiétude que j'ai, c'est que Luna 25 décolle, on peut espérer qu'elle réussisse, en tout cas, on va dire, il n'y a pas de raison, hein, contrairement à Phobos Grunt en 2011, c'est un programme qui est mené de façon sérieuse, hein, avec des essais qui sont pas chantés. Donc, on va dire, ils mettent toutes les chances de leur côté pour que Luna 25 soit un succès. Et on peut raisonnablement être confiant. Euh, Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est que Luna 26 soit reporté à 2072 et que Luna 27 arrive en 2144. Parce qu'aujourd'hui, ces projets-là, on n'a pas l'impression qu'ils avancent beaucoup. Et aujourd'hui, la Vochkin est déjà très, très, très occupée et très concentrée sur Luna 25 et sur ExoMars. Hein. N'oublions pas que les gens que vous voyez sur cette vidéo, c'est les mêmes gens, même gens propres, on va en parler, mais c'est la même entreprise qui fait le module d'atterrissage d'ExoMars, qui est aussi un projet d'une complexité invraisemblable. Et, je doute qu'ils aient aujourd'hui les capacités pour, en plus, commencer à préparer les sondes lunaires suivantes. Ce qui veut dire qu'on commencera à préparer les sondes lunaires suivantes, la 26, 27, etc., peut-être qu'à partir de la fin de cette année ou de l'année prochaine. Donc, va savoir quand est-ce qu'elles décolleront, mais il y a de grandes chances que ce soit pas tout de suite encore. Hein. Alors Ouais. que les Chinois, eux, ils enchaînent. Hein. Ouais, alors pourquoi tu dis, par exemple, ils n'ont pas les capacités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre, ils n'ont pas les compétences? Qu'est-ce qui leur manque? Ils n'ont pas les moyens financiers? C'est quoi qui manque euh, Ah, aux si tu Russes veux, par rapport à ça? demander à une entreprise qui a perdu une grande partie de ses savoir-faire sur cette thématique-là de mener à bien plusieurs projets en parallèle, c'est compliqué parce que, comme tu dis, il y a le nombre d'employés, mais il faut pas compter qu'un nombre, il y a aussi une compétence. C'est un peu comme si, dans les années 70, on avait demandé à ce qui est aujourd'hui Ariane Group à la fois de créer Ariane 1, en même temps de faire Hermès, en même temps de faire un ATV. Au bout d'un moment, tu y arrives plus, quoi, si tu veux. Quoi. Donc, même des entreprises extrêmement puissantes et avec des moyens financiers quasi illimités, comme SpaceX, par exemple, ils font les choses relativement dans l'ordre. Tu vois, ils n'ont pas fait simultanément Falcon 1, Falcon 9, Starship, Starlink, tout en même Dragon, tout en même temps, quoi. Donc là, aujourd'hui, la Vochkin fait déjà Luna Globe, enfin, Luna 25, et ExoMars de manière simultanée. Donc, on peut imaginer que les projets plus lointains doivent être aujourd'hui relativement en stand-by. Ce qui veut dire que quand on dit que Luna 26 doit décoller 2 ans après Luna 25, moi, ça me semble particulièrement ambitieux. Quoi. À mon avis, ce sera plutôt 10 ans après que 2 ans après. Donc Arcadie, justement, demande... Peut-être qu'ils me Pardon, donneront tort, et ce serait super d'ailleurs. Hein. pardon. Du coup, Arcadie demande comment s'inscrit ce programme, Luna 25, 26, 27, 28, par rapport au programme chinois. Il a vu qu'il voulait faire une roadmap commune, pardon. Ouais, tout à fait. Alors en fait, l'année dernière, les Chinois et les Russes ont donné leur intention, parce qu'aujourd'hui c'est qu'une intention. Ça a été pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Vladimir Poutine qui a confirmé que c'était intéressant. Mais aujourd'hui, on en est encore au stade de vagues déclarations d'intérêt au niveau politique. On est encore très très loin d'un vrai projet avec des ingénieurs qui bossent ensemble. Mais donc le projet, ce serait de faire une base lunaire conjointe russo-chinoise dans laquelle, ils l'ont précisé, tout autre partenaire, y compris occidental, serait le bienvenu. Ils sont totalement ouverts à la coopération sur cette thématique-là, sur d'autres. Donc la base serait russo-chinoise, et donc dans ce grand projet-là, les sondes russes et chinoises sont vues comme des premiers pas. C'est-à-dire, on envoie d'abord des rovers qui vont explorer la zone, puis une sonde qui va ramener des échantillons pour qu'on s'assure que le site est réellement intéressant. Et ensuite, seulement, on envoie les modules. Donc, ce grand projet commun, en fait, serait vu comme une continuité des sondes qu'on vient d'évoquer, Luna 26, 27, 28, 29, j'en passe et des meilleurs. Bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas $1 de consacré à un programme de ce type-là. Il n'y a rien qui a été décidé ni en Russie ni en Chine. C'est une
une déclaration d'intention, ce qui est déjà un bon début. Hein, mais encore une fois, les Américains, par exemple, avec des programmes comme Artemis, sont plus avancés. Ils ne sont pas extrêmement avancés, mais ils sont quand même ils sont au-delà de la simple déclaration politique. Quoi. Mais ce serait beau, hein, c'est sûr qu'une base russo-chinoise au pôle sud de la Lune, ce serait un projet intéressant. Hein. Mais bon, on en est loin quand même, on en est loin. Alors, Daniel nous fait un commentaire. Brian Harvey, spécialiste du spatial chinois. Je ne connais pas. Brian Harvey, oui, spécialiste de beaucoup de choses, notamment du spatial chinois. Oh, tu vois, je ne connaissais pas. Dit que les Russes apportent l'expérience et les Chinois le portefeuille. Mais si Luna 25 ne sert qu'à réapprendre à atteindre la Lune, 3 petits points. Je ne sais pas ce que tu voulais dire après, Daniel, par rapport à ça, mais... Bah oui, moi je crois comprendre la remarque de ce cher Daniel, c'est que si les Russes sont censés amener l'expérience, mais Ah oui. au final il leur faut Luna 25 pour réapprendre, on peut du coup se demander ce qu'ils amènent. Effectivement, la question est pertinente et on peut se demander si les Chinois ont réellement besoin des Russes. Bon, j'ai envie de dire, si on prend l'exemple de l'ISS, d'un point de vue technique, les Russes auraient pu faire l'ISS tout seuls et les Américains auraient pu faire l'ISS tout seuls. Peut-être même que les Européens auraient pu faire l'ISS tout seuls. D'ailleurs, on va bientôt faire chacun de leur coin, peut-être. Voilà, tu as tout à fait raison de le rappeler. Donc, non, par contre, l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons pour laquelle on a dit que faire l'ISS ensemble, ce serait bien, c'est aussi pour en partager les coûts. Et la base lunaire russo-chinoise, on peut imaginer qu'une des raisons derrière, c'est aussi de diviser les coûts. Après, il y a aussi un aspect, et d'ailleurs c'était vrai aussi pour l'ISS, il y a aussi un aspect politique, c'est-à-dire que ce serait un signal très fort, enfin, sans déconner, le jour où Russes et Chinois ont des équipes d'astronautes ou de cosmonautes ou de cosmo-taïkonautes qui travaillent ensemble de manière pour des vols de longue durée au pôle sud de la Lune, politiquement, il y a quand même un sacré signal qui est envoyé. Hein, donc c'est certainement aussi quelque chose qui motive les dirigeants des deux pays, ça c'est certain. Et c'était le cas pour l'ISS aussi dans les années 90. Hein. Oui, c'était la coopération. Je sais pas, est-ce que tu avais autre chose à nous présenter sur Luna 25 mais je pense qu'on en reparlera au moment du lancement, peut-être. Je parler de Luna 25 jusqu'à 8h30. Non, tu m'as dit que 21h30, il fallait que tu t'arrêtes. Alors, comme on était 21h30, voilà. Non, mais j'ai encore quelques instants, mais c'est vrai que j'ai une petite demoiselle au-dessus qui va bientôt vouloir aller se coucher et qui a besoin de son papa pour aller se coucher. Mais là, elle est devant un dessin animé, donc très bien. Là, et bon, écoute, je vois pas de choses vraiment transcendantes que je peux montrer. En fait, je cherche désespérément. Excuse-moi. Pardon. Depuis tout à l'heure, je cherche désespérément, pas très Covid. Je cherche désespérément une carte du site d'atterrissage et je l'avais quelque part, mais je ne la trouve pas. Donc, du coup, je ne vais pas vous la montrer. C'est dommage, ça montrait quand même qu'on n'était pas. On dit qu'on va se poser au pôle sud, mais on n'est quand même pas tout à fait au pôle sud, quoi. Hein. On est quand même un petit peu plus loin. Et alors que les Chinois ont annoncé qu'ils voulaient se poser beaucoup plus au sud. Oui, alors je ne sais pas exactement en détail ce qu'ils ont comme projet de ce côté-là, je t'avoue, mais après, je pense que si tu veux aller trop près du pôle sud proprement dit, au bout d'un moment, tu vas avoir un problème alors peut-être d'ensoleillement, et peut-être aussi un problème de visibilité de la Terre pour les communications, ce qui peut devenir compliqué. Après, les Chinois ont déjà des satellites en orbite lunaire, donc qui peuvent servir de relais de communication, c'est comme ça qu'ils communiquent avec leur rover qui est sur la face cachée. Mais dans tous les cas, c'est pas nature à simplifier les choses. Quoi. Et alors, je viens de retrouver le chiffre que je cherche aussi depuis tout à l'heure. Donc, Luna 25, donc elle a une masse au lancement de 1750 kg, donc pour une charge scientifique de 30 kg. Luna 27, donc l'atterrisseur suivant, il a une masse au lancement de 2150 kg, c'est-à-dire 400 de plus que Luna 25, et pour une charge utile de 130 kg au lieu de 30. Donc c'est quand même, un petit peu plus sérieux. Quoi. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une question dans le chat pour finir ou pas? Je sais pas. A priori. Ah, j'ai retrouvé ma carte du pôle sud. Ça fait tellement longtemps que je la cherche, il faut que je la montre, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Oui. Il y a Daniel qui parle en plus que les Chinois mettraient bientôt peut-être un second satellite relais KKO en orbite lunaire. Ce qui n'est pas étonnant, peut-être.
Ouais, j'ai effectivement lu ça aussi. Alors j'avoue, je sais pas exactement quel est leur but, mais j'imagine que s'ils font ça, c'est très certainement qu'ils envisagent d'avoir de la donnée à retransmettre. Ça, Mm. c'est certainement pas que pour le plaisir. Donc alors là, ce qu'on voit sur cette carte, vous la voyez, oui, c'est bon? Oui, oui. Ouais. Donc le plus haut, là, c'est pour désigner donc le fameux cratère Boguslavski qu'on vise. Et donc alors je sais pas comment est-ce qu'on appelle cette forme, l'espèce de trapèze que vous voyez. Donc ça, c'est la zone d'atterrissage de Luna Globe. Donc Luna Globe, donc ça fait 15 km par 30 approximativement. Et donc Luna Globe va se poser quelque part dans cette zone-là. Donc bon, c'est vrai que j'avais été un peu mauvaise langue, mais en fait, on n'est pas si loin que ça Oui. quand même du pôle sud, hein, qui est matérialisé par ce petit drapeau blanc là. Mm. Non, Donc c'est on est pas quand même mal, pas ouais. loin du pôle sud. Ok. Oui, alors que toutes les missions Apollo je vais pas dire étaient sur l'équateur, mais étaient quand même plutôt dans la zone équatoriale de la Lune. Tout à fait. Mm. Eh ben, je crois qu'on va finir sur ça. Merci Nicolas, en tout cas, de d'étraîner le stream avec moi. Je pense que bah, si ça t'a plu et si à l'occasion on pourra faire d'autres lives, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le programme spatial russe, passé et espérons à venir, en tout cas les futures missions. Il y a ExoMars qui arrive, ça c'est intéressant. Décollage Et septembre. ça fait très longtemps qu'on l'attend. Ouais, décollage du coup, j'ai même plus en tête. Septembre, c'est pas ça? Décollage en novembre 2022. Novembre. Non, ExoMars. Ah oui, 2022. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi? Eh oui. Donc on a le Le temps. 20 septembre, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, elle va décoller le 20 septembre de cette année, donc Mais oui, dans c'est 8 mois. ça. Oui, oui. Et alors, Après, c'est c'est marrant que l'atterrissage. oui, voilà, c'est ça. L'atterrissage sera au début 2023. Et donc, c'est marrant parce que donc, la sonde décolle le 20 septembre donc, de Baïkonour. Et Mm. le 21 septembre, le lendemain, il y a un vaisseau habité, il y a Soyuz MS-22 qui décolle vers l'ISS. Donc, ça fait deux lancements intéressants à 24 heures d'intervalle. Donc, si Mm. quelqu'un veut aller au Kazakhstan cette année, je leur conseille de viser la fin septembre. Ça va être, il va y avoir des bons moments là. Ah oui, c'est Il ne fait pas clair. encore trop froid en plus, donc c'est parfait. Ouais. Bon, après, il faut y aller, hein. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Isabelle de m'avoir invité. Ça m'a passé un super moment. Et alors peut-être que ce que j'ai dit n'a intéressé personne, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment, donc c'est Bah le moi principal. aussi. Moi aussi, et j'ai Et appris plein de si par choses. hasard tu me réinvitais, ouais, avec plaisir. Super. Et ben merci. Merci à tous en tout cas. Merci à ceux qui sont venus sur le live. Et puis on vous dit à bientôt. Euh, On a Daniel qui a dit très intéressant, un très bon moment. Cédric, merci pour le contenu de qualité. Voilà. Donc Jojo, très intéressant, merci. Arcadie, merci pour la présentation, très intéressant. Donc voilà, en tout cas, ceux qui étaient là étaient contents. Donc c'est essentiel. Eh ben, merci à tous, c'est super sympa et donc merci de nous avoir supportés. Et merci d'avoir posé des super questions. Eh bien, bye bye. Et puis à un de ces quatre, voilà. Euh, Salut tout le monde et salut Isabelle salut, et merci encore Isabelle. salut.